Bonjour tout le monde, je m'appelle Adnan El Raji, j'ai étudié en deux masters. J'ai présenté ces présentations, structure de parties, partie 1, débat de film, partie 2, présentation. Salut tout le monde. Aujourd'hui on va débattre de deux approches qui structurent encore nos systèmes éducatifs, la pédagogie par objectif, la PPO, et l'approche par compétence, l'APC. Je défends la PPO. Pour moi, c'est une méthode claire, opérationnelle. Elle part des objectifs pédagogiques définis selon Bloom 2001, donc on sait exactement ce que l'élève doit savoir faire, à la fin d'une séquence. C'est mesurable, c'est évaluable, et ça sécurise l'enseignant. Salut Sarah, salut à tous. Je défends la PC, et justement je pars de la limite que tu viens de citer. La PPO, comme le montre Tardif 2006 et Ray 2003, produit souvent des savoirs inertes. L'élève sait réciter l'objectif, mais il est incapable de mobiliser ce savoir dans une situation complexe hors classe. L'APC, selon Pernou 1997, vise à construire des compétences, c'est-à-dire la capacité à intégrer savoir-faire et savoir-être pour résoudre un problème réel. Allez, c'est parti, plongeons directement au cœur d'un vrai casse-tête. Vous savez, il y a un défi fondamental qui hante littéralement les systèmes éducatifs du monde entier. C'est ce qu'on appelle le phénomène des savoirs inertes. C'est un concept vraiment mis en lumière par des chercheurs comme Jacques Tardif, et vous l'avez sûrement déjà observé. C'est cette situation super frustrante où les élèves mémorisent parfaitement des informations, juste pour réussir un examen, mais qui, une fois face à un problème inédit dans la vraie vie, eh bien, se retrouvent incapables d'utiliser ces mêmes connaissances. Alors comment on résout cette fracture ? Eh bien, dans notre décryptage d'aujourd'hui, on va s'attaquer à un débat intellectuel absolument passionnant. On va comparer deux poids lourds de la pédagogie moderne, la pédagogie par objectif, ou PPO pour les intimes, et l'approche par compétence, plus connue sous le nom d'APC. Ce petit voyage va nous permettre de décortiquer ces concepts et de comprendre comment ils transforment complètement notre façon d'apprendre. Voici notre feuille de route pour cette analyse. On va d'abord explorer les origines de ces deux approches, puis on confrontera leurs logiques totalement opposées. Ensuite, on fera un point sur leurs limites respectives, avant de voir comment, au final, elles pourraient bien se compléter. Commençons tout de suite par notre première partie. D'où viennent exactement ces deux grandes approches ? Alors la PPO, elle ne sort pas de nulle part. Elle est née aux États-Unis dans un contexte de rationalisation industrielle. En gros, elle est très fortement influencée par le taylorisme. Des pionniers comme Ralph Tyler ou Benjamin Bloom, avec sa fameuse taxonomie, d'ailleurs révisée en 2001, cherchaient vraiment à injecter une organisation scientifique et ultra mesurable dans l'éducation. On est en plein dans l'ère du behaviorisme, d'accord ? On ne se préoccupe pas trop de ce qui se passe dans la boîte noire du cerveau, on regarde uniquement les comportements qu'on peut observer. L'idée de génie, à l'époque, c'était de découper un apprentissage super complexe en tout petits micro-objectifs très précis. Pour utiliser une image, la PPO, c'est comme se concentrer sur la fabrication parfaite et standardisée d'une brique de savoir. Chaque brique est moulée, mesurée et validée. Bam, on passe à la suivante. Mais voilà, ce modèle un peu industriel a fini par montrer ses limites. Et c'est là qu'intervient l'APC, l'approche par compétence. Elle a d'abord fait ses preuves dans le monde de l'entreprise avant de débarquer à l'école. Portée par des figures francophones comme Philippe Pernou, De Kettelé ou Rogiez, elle s'appuie sur une toute autre philosophie, le socio-constructivisme. Ici, le but n'est absolument plus d'empiler bêtement des briques. Si on reprend notre métaphore, l'APC demande à l'élève de devenir l'architecte. Il doit utiliser ces fameuses briques pour construire une maison solide, capable de tenir debout en pleine tempête. L'idée, c'est de confronter l'apprenant à ce qu'on appelle une situation problème, un défi complexe, inédit, où il doit mobiliser intelligemment toutes ses ressources. Le focus est vraiment mis sur l'autonomie, le sens et la capacité à transférer ses connaissances. Ce qui nous amène à notre deuxième partie. Vous allez voir, ces logiques pédagogiques s'opposent sur presque tous les fronts. Concrètement, ces deux approches modifient complètement le rôle de chaque personne dans la classe. C'est le jour et la nuit. Du côté de la PPO, l'enseignant, c'est le chef d'orchestre, le programmateur central. Et l'élève, eh bien, il est souvent réduit à un rôle d'exécutant un peu passif qui absorbe un savoir fragmenté, purement déclaratif. À l'inverse, l'APC vient totalement renverser la table. L'apprenant devient le véritable acteur de sa formation, il cherche, il fouille face à des situations complexes. Et l'enseignant lâche son rôle de simple transmetteur pour devenir un médiateur, un concepteur de défis, poussant l'élève à utiliser un savoir intégré et procédural. Et la grande différence, elle se trouve dans ce qu'on enseigne réellement. La PPO, elle prescrit des choses très précises. On attend de l'élève qu'il reproduise une action bien définie à la fin d'une séquence toute tracée, très linéaire.
L'APC, par contre, elle ne dicte pas de comportement exact. Ce serait impossible. Elle fonctionne sur ce qu'on appelle des classes de situation. En gros, elle formule des hypothèses sur la manière dont quelqu'un de compétent pourrait se débrouiller face à un problème imprévisible. On passe d'un monde de certitude et d'exécution à un monde d'adaptation face à la complexité. C'est un vrai changement de paradigme. Du coup, la fameuse situation problème se retrouve au centre de tout. Et pour la résoudre, réciter sa leçon par cœur, ça ne marche plus. L'approche exige qu'on intègre en temps réel plein de ressources internes. Les savoirs théoriques bien sûr, mais aussi les savoir-faire techniques et les savoir-être, c'est-à-dire les attitudes. Tout ça doit s'imbriquer parfaitement. C'est d'ailleurs ça qui rend l'évaluation des compétences super intéressante, mais aussi, avouons-le, très délicate à mettre en place. Mais attention, tout n'est pas rose. On passe à notre troisième partie, les limites et les critiques de ces modèles. Historiquement, la PAO s'est pris pas mal de coups pour son côté hyper focalisé. À force de découper le savoir à l'extrême, on crée un vrai morcellement des contenus. Les comportements sont sortis de leur contexte, on perd de vue la finalité, ce qui provoque inévitablement une perte de sens global pour l'élève. Et puis, il y a cette volonté obsessionnelle de tout vouloir mesurer. Ça crée une sorte d'illusion de transparence, où les valeurs humaines ou le simple imprévu n'ont plus aucune place. Le travail est tellement mâché d'avance qu'il perd un peu de sa saveur intellectuelle. Cela dit, l'APC ne s'en sort pas indemne non plus, loin de là. Les critiques académiques sont parfois féroces. Des chercheurs comme Bernard Rey pointent un risque énorme, celui de fabriquer des compétences creuses. C'est-à-dire un élève qui a la bonne posture, le bon discours, mais qui, au fond, n'a aucune compréhension profonde de la matière. En misant tout sur la méthode, on risquerait d'oublier l'acquisition pure et dure des savoirs. Certains auteurs comme Marcel Krahay dénoncent même un dogmatisme pédagogique, et Nico Hirt va jusqu'à parler de mystification. C'est un débat académique vraiment fascinant sur les dangers d'inverser les moyens et les buts. Et au-delà des grands débats théoriques, il y a la dure réalité du terrain. Les limites pratiques de l'APC sont colossales. Demander à des profs de créer de toutes pièces des situations d'apprentissage complexes, ça demande un temps et des ressources de dingue. Ensuite, comment on évalue objectivement une compétence complexe à grande échelle? C'est un vrai casse-tête sans test standardisé. Et pour couronner le tout, les réformes imposent souvent l'APC à toute vitesse, demandant aux enseignants de changer radicalement de métier sans leur donner la formation ni l'accompagnement nécessaire. Alors on fait quoi de tout ça? On arrive à notre quatrième et dernière partie, la piste de la complémentarité. C'est vraiment la question à 1 million. Est-ce qu'on a affaire à deux dogmes qui doivent s'entretuer, ou bien est-ce que ces deux modèles n'auraient pas, en fait, désespérément besoin l'un de l'autre? C'est là que le concept d'alignement constructif de John Biggs devient super intéressant. Il nous dit qu'il faut une cohérence absolue entre les objectifs de départ, les activités en classe et la façon d'évaluer, pour que l'apprentissage s'ancre vraiment. C'est peut-être ça, le pont entre nos deux approches. D'ailleurs, quand on regarde comment les programmes sont réellement conçus aujourd'hui, l'hybridation est déjà là. Si on prend par exemple l'analyse des cursus universitaires en physique-chimie au Maroc, on découvre une réalité pleine de nuances. Sur le terrain, les équipes pédagogiques mélangent allègrement le langage très strict des objectifs avec celui, plus ouvert, des compétences, pour créer un modèle hybride qui colle à leur réalité. Au lieu d'une guerre de tranchées, on voit une vraie tentative d'allier le côté mesurable de la PPO avec les grandes ambitions de transfert de l'APC. Et franchement, la logique de ce mariage hybride est redoutable. Regardez, la PPO, elle est imbattable pour structurer les choses. C'est l'outil parfait pour construire des bases théoriques solides, brique par brique. Et juste après, bim, l'APC prend le relais en balançant des situations complexes qui forcent l'élève à utiliser ces bases dans la vraie vie. On ne jette rien, on additionne. Ça rejoint d'ailleurs le concept de PCK de Lee Schulman, la fameuse connaissance pédagogique du contenu, qui fusionne l'expertise de la matière et l'art de l'enseigner. Tout ça permet de développer des compétences transversales clés, comme le travail en équipe ou l'esprit critique. Pour que ce soit super clair, prenons un exemple très concret en chimie. D'abord, la phase PPO. L'élève apprend la base mathématique. Il calcule rigoureusement une constante de vitesse grâce à une équation classique. Ensuite, phase APC. On le plonge dans un problème industriel. Comment tu réduis le temps de réaction pour améliorer le rendement de cette usine? D'un coup, l'équation devient une véritable arme pour agir. Pareil avec l'électrolyse. La PPO t'apprend les lois de Faraday par cœur, puis l'APC te demande d'ajuster toi-même l'intensité et le temps sur une vraie machine pour déposer une masse d'argent précise en galvanoplastie. C'est brillant parce que les compétences donnent enfin au savoir son pouvoir de transformation. En fin de compte, le vrai défi pour l'éducation de demain, ce n'est plus du tout de choisir un camp. C'est d'être capable de concevoir des parcours qui marient intelligemment la rigueur presque mathématique des objectifs avec le chaos créatif et imprévisible du monde réel. Alors, à votre avis, les futurs programmes scolaires réussiront-ils à construire ce pont de manière fluide ou est-ce qu'on risque de rester bloqué encore longtemps dans les vieilles querelles théoriques du passé? Ça, c'est la grande question qui reste ouverte.